Salut tout le monde! Salut! Allô? Comme vous le savez déjà, l'école va être fermée jusqu'en septembre prochain. Donc il va falloir qu'on s'organise avec des cours en vidéo comme ça. Mais ça veut surtout pas dire que l'école est terminée. Je vais continuer mes cours sur cette chaîne YouTube afin de s'assurer que vous allez avoir tous les savoirs essentiels qui restent à voir d'ici la fin de l'année. Donc je vais mettre l'emphase sur ce qui est important. Comme on a 4 semaines d'avance sur les autres, on devrait avoir le temps de tout voir cette année. Oh yeah! Bon, aujourd'hui on va parler des moyens de contraception qu'on peut utiliser lorsqu'on a des relations sexuelles et des ITSS. C'est dégueulasse! En d'autres mots, qu'est-ce que vous devez savoir et qu'est-ce que vous devez faire afin de se protéger et surtout pourquoi c'est important de se protéger. Le but principal de la contraception est d'empêcher une grossesse. Comme on en a déjà jasé dans les cours précédents, les femmes sont, à votre âge, à l'adolescence, comme des machines à faire des bébés. Vous êtes au moment le plus fertile de toute votre existence. C'est super important de toujours vous protéger, que vous soyez un garçon ou une fille. Il n'y a personne qui veut vivre ça, un bébé à 14 ans ou un avortement. Ça c'est vrai ça! On va donc se concentrer sur deux grands types de contraceptifs qu'on peut utiliser, soit les contraceptifs hormonaux et les contraceptifs barrières. Quand on parle des contraceptifs hormonaux, on parle de l'anneau vaginal, du timbre contraceptif, de la pilule contraceptive et du contraceptif injectable qu'on appelle habituellement le Depo-Provera. En passant, ces méthodes de contraceptifs-là peuvent seulement empêcher une grossesse et ne te protègent jamais contre les ITSS. Ça, il faut toujours un condom. Donc, c'est la responsabilité des deux. Les contraceptifs hormonaux vont empêcher l'ovulation, soit empêcher l'ovule de sortir de l'ovaire. Donc, si on enlève l'ovule et on garde seulement les spermatozoïdes, on ne peut pas faire un nouveau bébé. En plus, les contraceptifs hormonaux vont épaissir la glaire du col de l'utérus. Donc, ça va être encore plus difficile pour les spermatozoïdes de pouvoir traverser le col de l'utérus. Tous les contraceptifs hormonaux vont fonctionner de la même façon. Les contraceptifs vont posséder de la progestérone. Et c'est la progestérone qui va tout simplement empêcher l'ovulation. En gros, empêcher l'ovule de sortir de l'ovaire. Les différents types de contraceptifs, c'est juste la façon comment on va insérer la progestérone dans le corps de la femme. Pour la pilule contraceptive, c'est elle qu'on entend le plus souvent parler. On doit toujours prendre la pilule, toujours à la même heure, et ce, à tous les jours. Pour l'anneau vaginal, on va placer l'anneau, qui est dans le fond un anneau en genre de plastique très souple qu'on va placer à l'intérieur du vagin. Et l'anneau va sécréter de façon constante une petite dose de progestérone. Et ce sont les parois du vagin qui vont absorber les hormones. On doit enlever l'anneau à la 4e semaine si on va avoir des menstruations ou si on veut toujours prendre le moyen de contraceptif en continu, on le laisse là et on va commencer un nouvel anneau pour continuer puis empêcher les menstruations. Puis non les gars, tu vas pas commencer à étrangler ton pénis à cause de l'anneau. Tu sais, en fait, un pénis, c'est un peu cave. Dès que tu le fais foncer dans quelque chose de dur, c'est excitant. Fait que je vous confirme que utiliser un anneau contraceptif, c'est vraiment pas désagréable pour le gars. Donc, vous pouvez avoir la relation sexuelle en laissant l'anneau à l'intérieur. Vous pouvez le sortir si vous êtes mal à l'aise, l'important c'est de le replacer quand même assez rapidement par la suite. Chuck Norris approved. Pour le contraceptif injectable qu'on appelle le Depo-Provera, on va l'injecter par un spécialiste de la santé. Habituellement, c'est l'infirmière de l'école qui s'en occupe. On va injecter ça à l'aide d'une seringue dans un muscle. On doit donner les doses à peu près à tous les 3 mois ou tout dépendant du médicament, des concentrations 6 mois ou même 1 an. Ce qui est quand même assez cool ici à l'école, c'est que l'infirmière peut s'occuper du suivi. Donc, c'est elle qui prend tes rendez-vous. Une fois que tu as pris le dépôt, logiquement, c'est l'infirmière qui va s'assurer que tu aies ton renouvellement. Habituellement, c'est quand même assez simple. Un vrai forfait Club Med, toi. Puis pour le timbre contraceptif, on va placer le collant sur la peau, habituellement sur le bras, et on doit le changer à chaque semaine. Comme l'anneau, on va faire ce changement-là pendant les 3 semaines et on va arrêter le traitement afin de faire les menstruations. On suit le même principe, le timbre va libérer de façon constante des hormones qui vont être absorbées par la peau afin d'empêcher l'ovulation. Les contraceptifs hormonaux peuvent avoir des avantages. Ça peut régulariser les grossesses, ça peut régulariser le cycle menstruel. Semblerait-il que c'est même très efficace pour diminuer les crampes pendant les menstruations. Il y a aussi des inconvénients. Il peut y avoir des segments qui arrivent, des maux de tête, les seins peuvent être plus sensibles. Puis lorsqu'on utilise le timbre, la peau peut s'irriter. Pour les méthodes barrières, c'est vraiment plus simple. L'objectif, c'est d'empêcher tout échange de fluide.
C'est surtout ça qui est important pour empêcher la propagation d'ITSS. En gros, pour empêcher les grossesses et les ITSS, le condom va capturer et empêcher les spermatozoïdes de se rendre jusque dans le vagin, le col utérus, l'utérus et ainsi de suite. Donc si les spermatozoïdes restent dans le condom, boum! Les spermatozoïdes ne peuvent pas rencontrer l'ovule, donc pas de bébé. Le condom est le seul contraceptif qui empêche les ITSS. C'est comme un imperméable pour tes organes génitaux. Les ITSS peuvent se transmettre par les relations orales, soit ta bouche sur un pénis, une vulve, l'anus. Ça peut aussi se transmettre par les pénétrations vaginales, les pénétrations anales, les contacts entre les organes génitaux des partenaires. Par exemple, lorsque un pénis, une vulve, deux vulves ou deux pénis se frottent. D'ailleurs, il y a un mythe qui dit que deux femmes qui ont une relation sexuelle ne peuvent pas se transmettre des ITSS. Eh bien, c'est faux. Puis, il y a un moyen, justement, d'empêcher ça. C'est ce qu'on appelle la digue dentaire. Moi, je sais, c'est pas très sexy comme nom, mais on peut l'appeler genre la Marilyn Monroe ou je sais pas quel nom. Isn't it delicious? En tout cas, pour essayer de rendre ça un petit peu plus sexy, là, mais ouais, la digue dentaire. Le but, c'est d'empêcher toute transmission d'ITSS par des échanges de liquide, comme par exemple avec la vulve, la bouche ou le vagin. Puis là, on s'entend, une digue dentaire, c'est pas super facile à trouver, notamment en pharmacie. En fait, il faut tout simplement le commander sur Internet. Ce qui n'est pas toujours évident quand tu as 14 ans et que tu n'as pas de carte de crédit. Mais j'ai un truc tout simplement pour en faire à partir d'un condom. Puis ça, c'est bon à la fois pour les garçons puis les filles. Tu as besoin d'un condom puis des ciseaux. En gros, tu prends un condom puis tu coupes le bout. Et tu le coupes dans le sens de la longueur. Par la suite, tu le déroules, puis ça fait ta digue. Donc tu le places sur l'organe génitaux, puis tu fais ce que tu as à faire. Wow! Ça a l'air drôle à dire, mais un condom, il faut se pratiquer à mettre ça. C'est important de savoir si on... Non, tu peux pas manger. En fait, c'est important de savoir si on a la bonne grandeur pour pas avoir l'air trop tata quand tu le mets. Puis quand tu le manipules, pour être sûr et certain de l'appliquer comme du monde pour pas le briser. Je m'explique. Le condom a un sens pour le dérouler. Si tu le mets dans le mauvais sens, il va pas se dérouler, il va jammer. Si tu essaies de le dérouler puis c'est pas du bon bord, ça sera pas le fun pour ton pénis, ça va te faire mal. Puis là, une fois que tu as commencé à le dérouler du mauvais bord, le problème, c'est qu'il faut que tu le jettes. Là, la grosse question, c'est pourquoi on peut pas juste le revirer de bord. Pourquoi? Dès que le gland commence à toucher le condom, il va y avoir un échange de fluide. C'est que lorsque le pénis commence à être excité, il va y avoir un liquide qu'on appelle le liquide prééjaculatoire qui va justement être sécrété au niveau du bout du gland. Ce liquide-là peut contenir des ITSS et même des spermatozoïdes. Fait que si tu revires ton condom de bord, ben, le bout qui va avoir été en contact avec ton gland va être en contact par la suite avec le vagin ou peu importe l'orifice. Et ça va rentrer en contact avec peu importe la partie du corps de ton ou ta partenaire que tu vas faire des trucs avec. Ce serait vraiment plate d'utiliser le condom puis pas une ITSS pareil ou de la mettre enceinte. Hein? Voyons, combien il va nous coûter ce cours-là? C'est le dernier, c'est bon. J'ai oublié de le dire, mais quand on ouvre un sachet de condom, c'est important de vérifier que il y a encore de l'air dedans, puis de vérifier aussi que la date d'expiration est toujours bonne. Quand tu l'ouvres avec tes doigts facilement et non pas avec tes dents. Je sais que ça a l'air cool, mais tu peux briser le condom, ce que tu veux pas. Une fois qu'on a le condom dans les mains, on vérifie s'il se déroule bien sur nos doigts. On le place au niveau du pénis, tiens par le bout, et tu déroules facilement avec tes doigts. Et c'est important de pincer puis que ça soit pas trop serré au niveau du bout pour laisser de la place pour le réservoir pour recueillir le sperme. Comme ça, on va être sûr de pas le briser. C'est correct ça? Nicolas du futur a tellement taillé. Ah oui, c'est important de pincer le bout pour faire sortir l'air. Tu veux pas comme avoir une grosse ballonne sur le bout du pénis. Hein? Pas très chic. En passant, les condoms sont sensibles au frottement, à la chaleur, à la lumière, puis au pliage. Fait que c'est vraiment pas une bonne idée de laisser un condom dans ton porte-monnaie, puis tu vas t'asseoir dans l'autobus, il va être dehors, donc c'est sûr qu'il va se briser. Faut pas qu'il soit dans ton portefeuille, c'est important. Une fois que l'acte sexuel est terminé, c'est important de pas juste comme sortir rapidement. Sinon, ça va rester dans ton partenaire ou ta partenaire, puis ça va risquer d'être une désinfection, puis ben, ça sera pas chic. Lorsque tu te retires, tu le tiens avec tes doigts, tu te retires, et par la suite, une fois que c'est terminé,
tu fais un nœud dedans, puis tu le flushes pas. Tu le mets à la poubelle. Petit truc pour être un peu subtil, puis pour pas que ça paraisse que vous ayez comme des relations sexuelles, tu le places dans un Kleenex. Si on ferme ça, puis on dirait que c'est comme plein de morphes. Ni vu ni connu. Le crime parfait. Bien sûr, un condom, on ne le réutilise pas, on le jette par la suite, on sauvera la planète d'une autre façon. J'en ai déjà parlé, mais il existe vraiment plein de types de condoms avec des formes différentes, des grandeurs différentes, des couleurs différentes. Il y a même des saveurs différentes pour les fellations et il y en a même qui allument dans le noir. Fait que c'est comme si t'avais un lightsaber. Zoom, zoom, zoom. C'est malade, si t'es deux gars, tu peux faire un combat de lightsaber. Zoom, 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 zoom. Je sais pas si on va regarder. J'aimerais ça avoir un pénis. Tu m'aurais-tu épousé même si j'avais un pénis? Je pense pas. Pas ça. Tu m'aurais épousé pareil. Évidemment, il faut savoir aussi que s'il arrive une bad luck, soit que le condom brise ou il y a un problème avec les contraceptifs hormonaux, il y a une solution. C'est vraiment une course contre la montre, puis il faut vraiment pas niaiser. Le temps compte, il faut régler le problème. On appelle ça le contraceptif d'urgence. Ça fait la job, mais ça a ses limites. Ça va retarder l'ovulation, puis ça va empêcher la fixation du zygote dans l'endomètre. En passant, c'est vraiment rough pour le corps de la fille, fait qu'il faut vraiment l'utiliser juste en cas de bad luck. Ça a un taux d'efficacité de 60 à 95%. Tout dépendant à quel moment tu vas prendre le contraceptif. Mais je le dis, là, ça se peut que la fille va se sentir vraiment pas très bien pendant plusieurs jours. Mais c'est vraiment un moindre mal qu'une grossesse non désirée. You're goddamn right. Le contraceptif d'urgence est disponible à l'hôpital, dans les pharmacies et même à l'école. Mais là, si ça se passe la fin de semaine, t'attends pas le lundi. Là. Tu vas tout de suite à l'hôpital ou à la pharmacie, faut pas niaiser avec ça, c'est important. Il y a aussi des méthodes contraceptives qui sont plus ou moins pertinentes pour vous autres, mais on va en parler un peu. C'est les méthodes contraceptives semi-permanentes et permanentes. Il y a le stérilet qui est dans le fond un petit dispositif en forme de T qu'on va placer dans l'utérus par une intervention à l'hôpital par des spécialistes de la santé. Jadis, les stérilets empêchaient dans le fond l'implantation du zygote et aussi tuaient les spermatozoïdes parce que c'était fait en cuivre. Mais maintenant, les stérilets vont sécréter des hormones un peu comme le thème contraceptif, l'anneau vaginal et ainsi de suite, afin de justement empêcher l'ovulation. Le stérilet doit être changé à peu près à tous les 3 et 5 ans et tout ça se fait à l'hôpital. Les deux derniers moyens de contraception sont permanents par contre. La ligature des trompes va boucher la trompe de Fallope, donc qu'est-ce qui va relier les ovaires qui contiennent les ovules et l'utérus. En empêchant la rencontre des spermatozoïdes avec les ovules, on empêche les bébés. Pour la vasectomie, on va couper le... Pénis. Non. Pour la vasectomie, on va couper le canal déférent. Dans le fond, c'est le canal qui passe de l'épididyme qui s'en va vers la prostate. En coupant le canal déférent, ça va garder tous les spermatozoïdes. Non, Émilie, c'est pas le canal déféquent. En coupant le canal déférent, puis en le bloquant, on va garder tous les spermatozoïdes dans l'épididyme. Pas de spermatozoïdes, pas de bébé. Dans ce temps-là, on dit, messieurs, qu'on tire à blanc. Pour la partie ITSS, je me connais. Si j'avais commencé à parler de tout ça, j'aurais mis des vidéos, des images de vrais organes et ça aurait sûrement choqué quelques personnes. Donc, j'ai décidé de jouer ça safe. J'ai des vidéos que je vais placer à la fin de ce cours-ci, qui explique super bien qu'est-ce que vous devez savoir par rapport aux différentes ITSS, donc les infections transmises sexuellement et par le sang. Super intéressant, ça va parler aussi des moyens de contraception. Je veux seulement que vous retenez que le condom, la solution optimale que vous devez toujours utiliser à chaque relation sexuelle, pas juste pour la grossesse, mais pour les ITSS. Sur ce, on se revoit la semaine prochaine. Je m'ennuie de vous autres, guys. Et que ça roule! Il existe de nombreuses infections sexuellement transmissibles. Le VIH, les hépatites A, B et C, la syphilis, l'herpès, les papillomavirus, les infections à chlamydia ou encore la gonorrhée. Et là, ce sont juste les plus fréquentes et les plus connues. Mais en réalité, il y en a plein d'autres. Et chacune de ces infections a des particularités, notamment au niveau du mode de transmission. D'abord, il faut savoir qu'une personne séropositive sous traitement et en charge virale indétectable ne peut pas transmettre le VIH. En fait, dans ce cas, le virus est toujours présent dans le corps, mais en si petite quantité qu'il ne peut pas être transmis. Par contre, si la personne ne prend pas de traitement, par exemple parce qu'elle fait partie des 25 000 personnes en France qui ignorent qu'elles ont le VIH, là, il y a un risque qui est présent. En ce qui concerne le VIH, pour qu'il y ait transmission, il faut la présence d'un des 5 liquides contaminants et une porte d'entrée.
Ces liquides, ce sont le sang, le sperme, le liquide préséminal. Alors ça, c'est le liquide qui peut être présent dès le début de l'érection chez les personnes qui sont nées avec un pénis. Ça ressemble à une petite goutte un peu plus transparente que le sperme. Dans les liquides qui peuvent le transmettre aussi, on trouve la cyprine ou la mouille pour les intimes et le lait dit maternel. Si un de ces liquides est en contact avec une porte d'entrée, il peut y avoir une transmission. Ces portes d'entrée, ça peut être des plaies ou des muqueuses, donc les yeux, les narines, la bouche, l'intérieur des oreilles, mais aussi le vagin, les petites lèvres, le clitoris, l'anus, et au niveau du pénis, ça va être uniquement le gland qui est une muqueuse. Ça se voit parce qu'à cet endroit, la peau a une texture un petit peu différente. Pénétration, fellation, cunilingus, anulingus, caresse sexuelle. Selon l'IST, les modes de transmission varient. L'hépatite A, par exemple, peut se transmettre par l'anulingus, c'est-à-dire quand on lèche un anus, alors que les papillomavirus, eux, n'ont besoin que d'un simple frottement sexuel. Il existe un très grand nombre d'IST et de modes de contamination. Impossible de les lister tous ici, mais on met en commentaire le lien du site InfoIST qui te permettra d'en savoir plus sur le sujet. De manière générale et pour un grand nombre de ces IST, la vaccination, les préservatifs, les gants et bien sûr le dépistage peuvent être des solutions efficaces. Si tu as une vie sexuelle active avec plusieurs partenaires, pas forcément en même temps, il est conseillé de se faire dépister régulièrement parce qu'en fait, la plupart des IST peuvent être sans symptômes. Donc pas la peine d'attendre d'avoir le sexe en chou-fleur pour y aller. En plus, plus vite tu te feras dépister, plus vite tu pourras être prise en charge. Il faut savoir que la majorité des IST se soignent et en tout cas, toutes peuvent être traitées. Le dépistage, tu pourras le faire dans un laboratoire d'analyse médicale, dans un centre de dépistage anonyme et gratuit ou dans un centre de planning familial. Là-bas, tu verras, on dépiste certaines IST avec une simple prise de sang, mais pour d'autres, on va avoir besoin d'un prélèvement vaginal, anal, dans l'urètre ou encore dans la gorge. Surtout, sois à l'écoute de ton corps. Il y a des signes qui peuvent t'alerter sur une infection. N'hésite pas à consulter si ça gratte, ça pique ou ça ne sent pas comme d'habitude. Et ça concerne tout le monde, quelle que soit ton identité de genre ou ton orientation sexuelle. En termes d'infections sexuellement transmissibles, les risques dépendent des pratiques et non pas de l'orientation sexuelle ni de l'identité de genre. Donc être une fille qui couche avec d'autres filles, ça ne protège pas magiquement des IST. Souvent, on associe la sexualité entre filles à l'absence de pénétration. Il faut dire que cette idée est largement entretenue par le porno mainstream où les lesbiennes se caressent langoureusement les tétons avec des ongles immenses en attendant l'arrivée de l'acteur pour passer aux choses sérieuses, comme si les femmes ne pouvaient pas se pénétrer. De ce mythe d'une sexualité sans pénétration découle aussi la légende selon laquelle il n'y aurait pas de risque d'IST dans les sexualités lesbiennes. Je vais vous le dire franchement, c'est faux. D'abord parce que certaines IST se transmettent par simple caresse et frottement, c'est le cas du papillomavirus ou de l'herpès par exemple. Ensuite, parce que les identités et les sexualités entre femmes sont multiples et diversifiées. Il y a des femmes qui ont un pénis, une lesbienne peut coucher avec des hommes et des lesbiennes pratiquent la sodomie, la pénétration vaginale, le BDSM, la brouette thaïlandaise ou le 69. Il n'y a pas que le cunilingus et les massages. Le risque de transmission existe donc bel et bien et les IST sont d'ailleurs beaucoup plus fréquentes entre femmes que dans la population générale. Le risque de transmission du VIH est quasiment inexistant pour la pénétration avec les doigts ou le cunilingus, sauf en période de règles. Par contre, le VIH peut être transmis en cas d'échange de gouttes, par exemple, et évidemment si la charge virale de l'une des deux est détectable. Mais il n'y a pas que le VIH. Il y a aussi les infections à gonocoque, les chlamydia, la syphilis, les hépatites A, B et C, l'herpès labial et génital. La liste des réjouissances est longue et les modes de transmission varient. Par exemple, les chlamydia peuvent se transmettre lors de rapports sexuels non protégés ou par l'échange de sextoys sans préservatif. L'herpès génital, lui, peut se transmettre par un simple cunilingus. Pour plus d'infos sur la santé sexuelle entre meufs, on vous met en commentaire les liens vers plusieurs sites spécialisés. Heureusement, s'il existe des risques, il y a aussi des moyens de se protéger. En plus des classiques préservatifs externes qui peuvent protéger un pénis ou un gode, on peut utiliser des préservatifs internes, dans le vagin ou dans l'anus, ou encore des gants, si on pénètre avec les doigts. Pour se protéger pendant un cuni ou un anulingus, il existe aussi des digues dentaires. Une digue dentaire, c'est ça. En fait, c'est un carré de latex et l'idée, c'est de le placer entre ta bouche ou ta langue et l'anus ou la vulve de ta partenaire.
En vrai, c'est un peu galère à trouver à part sur internet, du coup si tu n'en trouves pas, tu peux aussi utiliser du film alimentaire ou encore une capote que tu vas couper. Donc pour te faire une digue dentaire avec une capote classique, tu vas découper le réservoir ici, hop, et mettre un deuxième coup de ciseau dans la longueur comme ça, et tu te retrouves avec un carré de latex que tu peux utiliser de la même manière que celui que je t'ai montré juste avant. Beaucoup de filles qui font du sexe avec des filles n'ont pas de suivi chez un ou une gynéco ou sage-femme parce qu'elles associent ça à la contraception dont elles n'ont souvent pas besoin. Mais la santé sexuelle, c'est pas seulement ça, c'est tout ce qui contribue à être bien dans sa sexualité. Faut dire aussi que c'est pas toujours évident d'aller chez ses médecins, surtout quand on craint d'être confronté à des préjugés ou à des remarques déplacées. Mais il existe maintenant pas mal de listes blanches de soignants et soignantes friendly, et ça peut vous aider. On vous met d'ailleurs les liens en commentaire. Et puis si on est trop flippé, on peut toujours demander à une amie de nous accompagner. Le suivi régulier avec un frottis tous les 3 ans à partir de 25 ans, donc attention, ça c'est les recommandations en dehors de situations particulières, il n'y a aucune raison d'en faire plus. Mais en tout cas, ça va vous permettre de prévenir les soucis de santé et d'avoir aussi un espace pour parler de ce qui pourrait vous gêner. Et puis, si on a plusieurs partenaires et qu'on ne protège pas toujours toutes ces pratiques, là-dessus on le sait, personne n'est parfaite, c'est toujours bien de se faire dépister pour pouvoir guérir ou traiter d'éventuels IST. Ça va mieux ta crève? Ah ouais, heureusement. Et je remercie pas Rodrigo d'ailleurs, hein. Tiens, je me demandais, quand tu chopes la crève de ton mec en couchant avec lui, est-ce que techniquement ça devient une IST? Ah, c'est marrant ça comme question. Ah, tu sais quoi? Un petit point s'impose. Parlons peu, parlons. Parlons IST. Oui. La joie était peut-être en trop, la mode. Parlons IST. Alors soyons clairs, hein, les IST, c'est pas une question de milieu social, d'hygiène ou d'âge. Non, c'est une question de protection. Merci Juliette. Évidemment, il y en a des plus ou moins graves et on va commencer par une bien connue. Le sida. Ah, j'allais dire l'herpès génital. Bah, le sida, c'est quand même la Cyprien des IST, non? C'est une comparaison très bizarre. Non, mais en termes de connu. Oui, mais de toute façon, on a traité ce sujet dans les idées reçues avec Max Bird. Ah oui, c'est vrai d'ailleurs. Quelqu'un a dit idée reçue? Herpès, on a dit herpès. L'herpès génital, c'est une maladie ultra contagieuse. Ça se transmet par rapport sexuel, par rapport buccaux ou même par sécrétion. Et ça fait quoi? Ah bah tu danses. Bienvenue dans Danse avec les IST. Sur un cha-cha, Juliette et son herpès génital. Oui, alors effectivement, ça démange, ça picote, ça peut même brûler et donner de la fièvre. Tu vois apparaître des petites vésicules en bouquet. Oh, que c'est joli! Et quelques jours plus tard, ça suinte, ça croûte, c'est ravissant! Non mais quand je dis tu danses, c'est une expression. Ah! Je me disais aussi, ça n'a aucun sens. Non. L'herpès atteint donc la vulve, la région anale, le gland, et puis alors c'est hyper chiant, parce qu'une fois que t'as le virus, ben tu l'as à vie. Et ça peut se manifester de temps en temps. Genre une grosse fatigue, un gros stress, et hop, un joli bouquet. Et ça se traite? Alors tu peux traiter la crise, oui, avec des médicaments, mais tu peux pas traiter le virus. Ok, donc quand on a un herpès, on range le matos et on passe son tour, hein, parce que merci bien. Ensuite? Oh bah, il y en a d'autres, mais je sais pas, je suis pas médecin. Ah bah on a bien fait de faire un épisode là-dessus. Excusez-moi, pardon, je peux peut-être vous aider? Vous avez un herpès génital? Pas que je sache. Par contre, j'ai une blouse blanche. Ah oui, et puis alors vous me semblez plus efficace que Juliette. Oui, bon, c'est pas faux. Le cours d'IST. Un peu de silence dans les rangs, s'il vous plaît. Alors... Bah on est que 2 et on est sur un canapé, hein. Non mais on disait que j'étais prof, allez... Allez, on commence par l'hépatite B. Là, attention, ça déconne pas, ça se transmet par pénétration, par rapport buccaux et même par le sang. Et ça fait quoi? Ah bah tu jongles. Ah bon? Bienvenue dans Jongle avec les IST. Sur une hépatite B, Juliette. Oui, alors effectivement, ça provoque fatigue, douleurs musculaires et articulaires, fièvre, maux de tête, nausées, diarrhée, urine plus foncée, teint jaune. Non mais quand je dis tu jongles, c'est une façon de parler. Ah! Non, parce que ça n'avait pas de... Non, pas de. Et alors, ça se soigne? Bah, c'est compliqué. Ah, une bonne nouvelle. Disons que on peut guérir sans traitement, mais on peut aussi être porteur à vie. Après, il y a des traitements qui existent, hein, mais la guérison totale, c'est quand même assez rare. Par contre, il y a un vaccin. Le conseil, faites-vous dépister et protégez-vous. Et comme ça se transmet aussi par le sang, au moindre doute, on prête pas son tampon. Non, mais on prête pas son tampon de toute façon. Ah bon? Ah bah non. Dégueu. Ensuite, la gonorrhée ou blénorragie, plus connue sous le nom de chaude-pisse.
Hein, alors, c'est causé par une bactérie qu'on attrape pendant un rapport sexuel, et les symptômes apparaissent au bout de 15 jours, 3 semaines. Ça peut être douleur dans le bas-ventre, brûlure pendant les rapports sexuels, écoulement jaune par la verge, par le vagin et même par l'anus. Silence ou je fais évacuer la salle! Ah oui, alors par contre, c'est pas le même métier. Hein. Oui, pardon, j'ai confondu. Et ça se soigne? Alors, ça se dépiste par un petit prélèvement et ça se soigne par... Antibiotiques. Très bien, Maud, bravo. Faillode. Ensuite, la chlamydiose. Alors, c'est une des IST les plus répandues et elle est transmise par une bactérie qui s'appelle la... Ah, ça tu sais pas? Bah non. La chlamydia. Elle se transmet sexuellement, mais il n'y a pas forcément besoin de pénétration, juste des caresses, ça peut suffire. D'accord, donc tu peux même plus serrer la main à l'aubergiste du coin, quoi. Non, mais je crois qu'il veut dire caresse sexuelle. Et puis surtout, qui dit aubergiste? Oui, alors, ce qui est encore plus fourbe avec la chlamydiose, c'est que les symptômes peuvent être super discrets. Hein, genre juste un petit écoulement anormal par le vagin ou la verge, des rougeurs, des brûlures, des petites plaies. Ouais, donc ça ressemble un peu à la Bolloré, quoi. La gonorrhée. Bolloré, c'est le patron de Canal+. Et ça se soigne? Oui, alors ça se soigne par antibiotiques et on dépiste avec un petit prélèvement. Ouais, donc comme la Bolloré, quoi. Oui, alors par contre, il y a des risques de complications, hein, ça peut aller jusqu'à une infertilité. Donc, on se fait dépister. Juliette, vous ne prenez pas de notes. Oula, non, pas besoin, moi je suis en couple depuis 15 ans. Oui, mais attends, entre-temps, t'as connu Pretley et Rodrigo, il a connu Igor. Toujours se faire dépister, même si on est en couple. On sait jamais. On sait jamais, Juliette. Alors, pardon, excusez-moi, qu'est-ce qui me reste en stock? Alors, le papillomavirus, vous avez déjà fait une vidéo dessus, donc ça c'est bon. Les mycoplasmes génitaux, hein, qui provoquent un écoulement jaune, brûlure, démangeaisons, etc. Ça se soigne par antibio, donc on est bon aussi. Un classique, quoi. Voilà. Alors, les mycoses vaginales, la balanite au niveau du gland, tout ça, c'est pareil, hein, ça démange, on soigne ça avec des crèmes, ça va. Alors, je rappelle quand même que quand on a des infections, hein, on est sympa. Tant qu'elles sont là, on se protège. Ok? Et la syphilis? On n'est plus au Moyen-Âge. Non, alors elle a raison, hein, parce que ça revient, la syphilis. Alors ça provoque des petites plaies, des rougeurs, des boutons, des trucs comme ça. Et ça peut avoir des complications extrêmement graves si c'est pas soigné. Ça peut provoquer des atteintes au niveau du cerveau, du cœur ou des nerfs. Celle-là, j'en veux pas. Hein. Ah, parce qu'il y en a une qui te tenterait, toi. Alors, à choisir, si peut-être la mycose. On reste concentrés, les filles, hein, s'il vous plaît. Et on retient que le plus important, c'est de... Participer. Non. C'est d'aimer. Se coucher à heure régulière. Manger équilibré. C'est de se protéger. Oui. On pense préservatif, on pense digue dentaire et on pense dépistage régulièrement et dès qu'on a un doute. Je vous rappelle que dans dépister, il y a IST. Oui, mais dans résister aussi. Du coup, il marche pas du tout votre slogan, hein. Oui, écoutez, vous avez gagné, le cours est terminé. Voilà, merci. Il y a aussi IST dans bistrot, dans cuistot. Dans rôti. Pas du tout. Pas du tout. Dans cristalloluminescence, il y a IST. Ah, étonnamment, oui. Dans étonnamment, il y a ENT. Mais ça n'a rien à voir, ok, j'ai compris. C'est bon, c'est fini.